Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour vit la musique. Pianiste, concertiste et pédagogue passionnée, elle enseigne à Genève, à la Haute École de musique et au Conservatoire. À Monaco, elle nous fait vibrer à l'église réformée avec ses concerts de la voûte. À l'image de son instrument, elle diffuse une émotion immédiate, portée par sa sensibilité et sa passion. Bonjour Catherine Nikitine. Bonjour Geneviève Berthy, merci pour votre invitation et cette présentation qui me touche beaucoup. Ah bah oui, d'abord, ce qui est important de dire à ceux qui nous écoutent d'emblée, c'est que vous vous exprimez beaucoup avec de la musique, mais pas que. Hein, c'est-à-dire que vous êtes une artiste, une interprète, et vous avez une voix aussi. Alors, vous ne chantez pas, mais vous avez une voix. Et ça, est-ce que dans le monde de la musique, et en particulier classique, hein, puisque vous êtes principalement interprète classique, est-ce que c'est facile d'avoir une personnalité, une opinion, des convictions ? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et dans notre formation, on nous enseigne à être les serviteurs, j'allais dire les esclaves, du texte et des compositeurs. Ça ressemble à quelqu'un que j'ai eu là qui m'a dit le piano à haut niveau, c'est presque ça, c'est presque de l'esclavagisme. Ah, complètement. C'est à la fois une vocation, on doit organiser notre vie autour de notre pratique et de nos performances, donc avoir une hygiène de vie qui permet d'être parfait, en fait. Mais on a aussi une immense humilité parce qu'on travaille 8 heures par jour, les textes de génie absolu. C'est comme un comédien qui récite du Shakespeare ou du Racine. Avant de se mettre à écrire, il va réfléchir à 2 fois. Et nous, c'est vrai que quand on a passé 15 ans ou 20 ans de notre vie à apprendre du Bach, du Beethoven et du Mozart, avant de prendre la plume, on fait le ménage devant notre porte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai écrit plutôt des romans que de la musique. La musique, j'ai très vite arrêté d'en écrire parce que j'avais aucun talent. Par contre, c'est vrai que servir d'immenses compositeurs, c'est un privilège. Pour revenir à votre question, mais en fait, c'est pas difficile ou c'est pas un renoncement de servir leur texte parce qu'en réalité, ces compositeurs nous parlent de nous, ces compositeurs nous parlent d'humains. Et dans tous les grands moments de crise, de solitude, de mutation qu'on peut rencontrer dans une vie, dans la détresse la plus profonde, c'est Schubert qui va vous tendre la main, c'est Mozart qui va vous consoler. C'est Verdi qui va vous inspirer. Il y avait à votre place, il y a quelque temps, le directeur artistique de la Société des Bains de Mer, qui donc fait la programmation des festivals, et qui disait la musique music is the answer, parce qu'il y a toujours une réponse dans la musique, quand ça va pas, quand ça va. On y trouve toujours quelque chose. C'est votre opinion aussi, alors ? C'est mon opinion, et je le ressens aussi bien avec le répertoire classique, évidemment, qu'avec la grande chanson française. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec un ancien compagnon de vie, une dispute terrible dans la voiture sous la pluie. Il s'arrête pour aller faire l'essence. Et là, il y a quel temps nous reste-t-il qui passe à la radio ? Et tout d'un coup, il y a une identité entre la chanson française et ce qu'on est en train de vivre. Et ça peut arriver avec n'importe quelle chanson, avec n'importe quelle musique de n'importe quel style. Si c'est de qualité et si c'est profondément ancré dans l'humain et dans le réel, ça va vous toucher et ça va vous nourrir. Est-ce que quand on grandit et qu'on se rend compte qu'on apprend à jouer d'un instrument et qu'on y arrive assez bien, est-ce qu'on ressent déjà ça ? Oui, il y a quelque chose de presque mystique, en fait, surtout quand on est un petit peu sensible aux ondes, à l'invisible. On voit bien qu'il y a des mystères, des hasards qui sont difficilement explicables. Et par exemple, vous travaillez pendant 6 mois une pièce et vous arrivez dans un autre pays, dans une gare, et bim, c'est cette musique-là qui est diffusée. Ou alors, vous découvrez pour la première fois un compositeur et hop, c'est sa musique qui passe à la radio ce jour-là. Enfin, il y a toujours des connexions entre ce que vous vivez artistiquement et ce que la vie vous offre. Oui. Est-ce que... Parce que si je vous suis, je me dis, alors dans les jours où on n'est pas bien, jouer de la musique triste, ça doit être difficile. Ou au contraire, non, ça tombe sous le sens. Non, il vaut mieux jouer de la musique triste quand on va pas bien. Si on tombe sur une mélodie d'amour où tout va bien et que vous êtes au fond du trou, là c'est pire que tout. Ah non, vaut mieux justement pleurer avec un compositeur qui vous console, et puis là ça va mieux.
Parce que quand vous dites à un compositeur que vous console, c'est alors pour ceux qui ne jouent pas d'un instrument, il y a cette connexion avec celui qui a écrit, même s'il n'est plus là, même s'il était d'une autre époque, même s'il y a cette connexion. Ah, mais c'est immense, c'est immense. Et il y a beaucoup de pianistes femmes qui vous diront qu'elles sont amoureuses de Chopin, qu'elles sont amoureuses de Schumann, et c'est impossible de pas l'être, ou de Franz Liszt. En fait, on passe la moitié de notre journée à pétrir leur musique de nos mains, à lire leurs partitions, on lit leur biographie, on se passionne pour leur univers, pour leur époque, on regarde les tableaux qu'ils regardaient, on lit les romans qu'ils lisaient. En fait, on s'immerge complètement dans cette époque pour comprendre le style, pour comprendre comment interpréter. Et ce qui se passe en avançant avec les années, c'est qu'on a notre propre personnalité d'artiste et de citoyen qui se forme et on choisit nos phares. Moi, je sais que Franz Liszt a été un phare parce que c'est quelqu'un qui était au service des autres autour de lui. Il donnait sa fortune à ses élèves, ou pour ériger des statues en mémoire de Bach et de Beethoven en Allemagne parce qu'il trouvait qu'ils n'étaient pas assez honorés, ou pour offrir des concerts à ses amis musiciens. C'était vraiment un modèle humain. Donc lui, je vais me passionner pour sa musique, tout jouer. Ou alors quelqu'un comme Balakirev, qui a été un professeur qui a motivé énormément ses étudiants, qui les a poussés à composer. Il m'inspire beaucoup parce que j'adore mentorer un peu les plus jeunes et les pousser hors de leur zone de confort, les pousser à faire des concours et tout. Moi, j'aime bien ces figures-là qui s'intéressent à leur père et aux plus jeunes. Bon, vous êtes vous-même un Pygmalion. Hein. Vous avez notamment, juste avant qu'on commence, vous me dites, je vous parle d'Héloïse Hervouet qui était à votre place il y a quelque temps, et vous me dites, ben oui, moi j'étais là quand ça a commencé avec Rammstein. Ah c'est moi qui l'ai appelé, oui, parce que en fait, je lui avais pas parlé peut-être depuis 8 ans. On avait joué ensemble au CNSM de Lyon, on avait fait du 4 mains, du 2 piano, on avait gagné un concours au Luxembourg ensemble. Et j'avais un très très bon souvenir d'elle, pianistique évidemment et humain. Mais bon, la vie faisait que moi je travaillais à Genève, elle était à Monaco, donc on ne se parlait pas spécialement. Et un duo que je remplaçais très souvent, le duo Yatekok, m'appelle et me dit: cette fois, on ne te demande pas de remplacer une seule de nous deux comme d'habitude, on te demande de fonder un duo de pianistes exprès. Elle pensait que j'allais appeler ma sœur, mais je voyais pas du tout ma sœur dans du rock, dans Rammstein. Ma sœur est fabuleuse, mais c'est une princesse dans une tour d'ivoire, et si elle n'a pas son thé à la bonne température, elle peut pas jouer, donc c'était impossible de faire une tournée des stades. Et elle me dit: si tu appelles qui tu veux, on te fait confiance. La première personne à qui j'ai pensé, j'ai pas hésité une seconde, j'étais encore au téléphone avec le duo Yatekok, je vois Héloïse, une bombe, une femme magnifique, c'est la plus belle pianiste qui existe. Excellente pianiste, et je savais qu'elle écoutait du Muse, qu'elle écoutait plein de styles de musique. Je savais qu'il n'y aurait aucun problème pour qu'elle se faufile dans ce format. Donc je lui ai proposé, elle a accepté tout de suite, et puis c'était parti. Et effectivement, elle était plus faite pour ça que moi, puisque c'est elle qui a continué. Et ce qui me fait très plaisir dans le côté Pygmalion, c'est que quand je lui ai dit que je devais arrêter pour faire du classique, je lui ai dit: tu devrais appeler Yolande Kuznetsov, qui avait aussi fait ses études à Lyon avec nous, qui avait fait beaucoup de jazz. Ouais. Et je voyais tellement Yolande se déchaîner là-dedans, s'habiller. Elle était venue une fois en Catwoman en cours au Conservatoire de Lyon. C'était la bonne personne. Personnalité. Quoi. Voilà. Et puis Héloïse, au début, elle a appelé quelqu'un d'autre. Et puis, en fait, je vois que maintenant, c'est Yolande qui fait Abélard. Et en fait, c'était les bonnes personnes. Et c'est vrai que j'ai un peu cette facilité, un peu de réalisateur, de faire des castings, de voir la bonne personne à la bonne place. Alors, Pygmalion, du coup, et quand je vous écoute, je me dis extraordinaire pédagogue, parce que vous, là, en quelques minutes déjà, vous avez décrypté plusieurs clés, enfin, vous avez donné du sens à plusieurs clés de la musique. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est facile d'enseigner la musique ? Ah, c'est gentil. Alors, j'ai été une horrible prof de piano quand j'étais très jeune, parce que je ne savais pas enseigner. Et en fait, enseigner, ça s'apprend. Ouais. Et ça demande énormément d'écoute. En particulier la musique, je pense. Hein. Oui, je pense, oui. Alors, tout, enseigner, en général, c'est difficile. Mais la musique... C'est tellement intime. Ouais. Vous pouvez détruire les gens sans faire exprès. Il faut vraiment faire attention. Et je pense que j'étais très impatiente quand j'étais jeune prof. Et en fait, en général, je commence tout très mal, que ce soit jouer, enseigner, la première fois que je fais une recette. Vous êtes un diesel, quoi. Je suis un diesel, voilà, c'est ça. À conduire, ça m'a pris, j'ai passé 3 fois le permis, voilà. Mais après, j'aime bien m'améliorer, j'aime bien écouter les conseils, tester. J'apprends beaucoup par l'erreur. Et je ne suis pas toute jeune, et c'est vrai qu'avec mes années d'enseignement et le nombre d'élèves que j'ai eus, maintenant, je commence à me débrouiller et à comprendre qu'il y a plusieurs types d'élèves. Il y a des élèves qui ont besoin de beaucoup d'écoute, il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup d'énergie.
Il y en a, si je les presse trop, ils vont pas réussir à suivre. Il faut vraiment... En fait, on fait de la musique avec l'élève. Quand on leur donne cours, on croit que c'est différent d'une activité de musicien, mais c'est faux. On fait de la musique pendant le cours. Ouais. C'est notre partenaire. C'est comme si on faisait une pièce en duo. Et il faut se mettre au rythme de notre partenaire. Ouais, d'autant plus que les débuts en musique, enfin moi je me souviens des miens, qui ont été fatals, parce que j'ai pas continué. Mais c'est un peu ingrat au départ. C'est très difficile, c'est très difficile. Moi, j'ai des flashs de mes parents qui m'enseignaient la musique parce que je suis née dans une famille de musiciens. J'ai une chance. C'est ce que j'ai vu ça. Voilà. Et ça sort pas de nulle part quand même. Ça sort pas de nulle part. D'ailleurs, si votre sœur est également concertiste et interprète, ça sort pas de nulle part. Ah, absolument. Tout le monde joue. Il y avait un piano dans chaque chambre, des violons partout. Mes parents m'ont toujours montré un investissement pour la musique, y compris financier, en temps. Dès qu'il y avait 3 francs dans la maison, c'était pour acheter un violon ou nous envoyer en stage. Et ils avaient 2 approches très différentes. Ma mère était amateur, elle avait commencé le piano enceinte de moi, à 40 ans, pendant son congé maternité, et puis ça se passait très bien. Donc elle a fini prof de piano en cours particulier. Oh, wow. Elle avait Pour 100 quelqu'un élèves. Qui a commencé le piano à 40 ans, c'est quand même incroyable. Elle est surdouée, elle est extraordinaire. C'est une autodidacte de tout. Vous êtes d'accord, il faut aussi une aptitude. Vous parliez de différents élèves et différentes typologies d'élèves tout à l'heure. Enfin, ce qui les unit, c'est qu'ils ont quand même une aptitude, parce que ne fait pas de la musique qui veut. C'est pas vrai. Alors, aussi. Il y a 5% de talent, 90% de travail et 5% de mental. Mais les 5% de talent, s'ils n'y sont pas, le travail... C'est fini. Oui. Il faut quand même un petit quelque chose au début. Mais le mental, en fait, on le sous-estime beaucoup. Ouais. Et c'est ce que j'ai appris par mon propre chemin de vie. Et ce que j'apprends quand je vois mes élèves et mes étudiants, ils ont besoin de ce mental et de ce soutien. Et ma mère était très forte pour donner le soutien. Et mon père, par contre, qui lui était un pianiste hors pair, qui a fait ses études au conservatoire à Saint-Pétersbourg, qui était pianiste d'origine russe. Voilà, lui, il est russe. Et il était pianiste au conservatoire à Saint-Pétersbourg. Ce qui est quand même une grande tradition, la tradition du piano et des pianistes russes. Aujourd'hui encore, les grands professeurs, les grands maestros qui enseignent ou qui aident à parfaire la technique des plus grands concertistes sont russes. Oui. Il y a une immense école qui d'ailleurs vient de Franz Liszt parce qu'il a reçu beaucoup de pianistes russes, mais il y a aussi beaucoup de pianistes allemands qui étaient ses élèves à Weimar et qui sont partis à la fin du 19e siècle en Russie. Et en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'école russe, c'est assez ironique parce que c'est l'école de Liszt, donc ça vient de Bohème. Donc si les Hongrois voulaient, ils pourraient revendiquer l'école du piano. Ça. Voilà. Bon, maintenant c'est universel. Non, mais après, il y a ce lien aussi... Qui a marqué la vie de Mozart, mais pas que. Vous parliez de Liszt, on peut parler de Saint-Saëns ici à Monaco notamment. Il y a ce lien des musiciens avec le pouvoir parce qu'il faut de l'argent pour faire de la musique. On peut pas faire de la musique comme ça dans son trou, sinon ça marche pas. Il faut quand même qu'on ait des gens qui soutiennent ce qu'on fait. Là, vous touchez à un point très sensible et c'est vrai que je suis immensément et éternellement reconnaissante à la France, qui m'a offert mes études depuis la 6e. J'ai été dans un collège exceptionnel à Paris, Octave Griard, les classes pour les enfants musiciens, au meilleur conservatoire pour les enfants à Paris, rue de Madrid. J'ai eu les meilleurs profs de tout au collège comme le au conservatoire de Paris, quand même, c'est fabuleux. Après Lyon, CNSM, pareil, tout offert. J'avais la bourse d'étudiante, j'avais la résidence étudiante. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et puis après, j'ai eu du travail tout de suite. C'est vrai que quand on a la carte CNSM dans son CV... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le CNSM. J'avais commencé une carrière et puis j'ai vu que sans CNSM, ça ne marchait pas. Donc, j'ai repris mon cartable. Oui, parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a beaucoup de place dans le monde de la musique. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. On est dans un monde en mutation. Il y a eu beaucoup de place dans les années 80-90. Ouais. Là, ça a été un peu la disette. Et maintenant, je pense qu'il faut être un peu créatif et être sensible à ce que demande le public et offrir de nouvelles choses. Et donc, les personnes qui sont réactives et plastiques et qui proposent des nouveaux contenus, elles ont une place. Les gens qui restent figés dans le modèle des années 70, c'est fini. C'est fini, hein. Oui. Parce que tout à l'heure, je vous écoutais et je me disais, mon Dieu, la musique classique porte mal son nom, en fait. Parce que classique, tout de suite, on pense à... en anglais, on dit old-fashioned ou has-been. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas vieux. Oui, vous avez raison. Surtout qu'en fait, un classique, ça peut être un film classique. Par exemple, La main au collet de Hitchcock qui se passe à Monaco, c'est un classique. Ouais. Si vous regardez Le Tiramisu, c'est un classique. En fait, un classique, c'est quelque chose auquel on peut revenir sans jamais se lasser.
c'est quelque chose qui va vous former. Qui traverse les âges, quoi. Voilà, exactement, et qui traverse notre vie. Moi, je peux écouter 1000 fois le même impromptu de Schubert sans jamais me lasser, mais je peux aussi écouter 1000 fois la même chanson de Michael Jackson sans me lasser, et je vais toujours découvrir une nouvelle richesse. Oui, c'est plus une question de profondeur et de richesse du contenu. C'est ça, en fait, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que de la musique d'aujourd'hui, pour pas dire contemporaine ou pas, parce que ça... Mais de la musique d'aujourd'hui, on peut trouver des classiques là-dedans. Absolument. Par exemple, je pense que Sofiane Pamart, à sa façon, il est en train de créer un classicisme parce qu'il réussit à parler à des millions d'auditeurs. Et c'est vrai que quand j'écoute sa musique, il y a une partie de moi qui est un peu agacée parce que je me dis, bon sang de bonsoir, moi je travaille 500 heures pour monter une étude de Liszt. Il improvise quelque chose qui paraît facile techniquement, mais n'empêche que ses harmonies sont très jolies, qu'il a un toucher adorable, comme diraient les Anglais, et il trouve des formules. Ou Yann Tiersen avec Amélie Poulain, je suis désolée, mais c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Voilà. Donc c'est facile après de friser la moustache. On s'en souvient. C'est tout à l'heure, je vous écoutais parler de Schubert notamment, de Liszt évidemment, mais moi je me dis ceux dont on parle le plus. Alors moi personnellement, c'est Beethoven et Mozart, mes préférés. C'est plutôt classique d'ailleurs, comme dans le classicisme, je suis plutôt classique. Mais c'est parce qu'on se souvient des airs, en fait. Et c'est là où j'avais cette conversation avec Bruno Mantovani, je vous le disais tout à l'heure, sur la musique sans mélodie. Alors la mélodie, c'est vraiment une chance qui n'est pas donnée à tous les compositeurs. Il y a des compositeurs qui ont un génie de la mélodie, par exemple Tchaïkovski ou Mozart. Mozart, oui. Ils vont faire des mélodies. Même quelqu'un qui ne connaît Carmen, pas, même quelqu'un qui ne connaît pas la musique, il écoute du Mozart, il sait que c'est Mozart. Il lève la tête et il se dit mais ça doit être Mozart. Est-ce que ça venait de sa jeunesse? Qu'est-ce que c'est ce génie vous venez de dire le génie de la mélodie, ça vient d'où? Alors c'est assez difficile à expliquer. Il y a un autre animal sur Terre qui a le génie de la mélodie, ce sont les oiseaux. Ah bah oui. Et vous avez un compositeur du XXe siècle, Olivier Messiaen, qui était fasciné par les oiseaux et qui allait dans les forêts avec son micro pour les écouter. Et il composait des œuvres à partir de ces mélodies-là. Et c'est vrai que l'être humain est extrêmement sensible à la voix humaine. Et il faut se rendre compte que, in utero, notre premier lien avec le monde extérieur, c'est par l'oreille. Donc la première chose qu'on perçoit, ce sont les battements de cœur de notre maman, d'où l'importance du rythme. C'est pour ça que ces rythmes africains, par exemple, tribaux, sont tellement importants pour nous. C'est pour ça qu'il y a des chamans qui soignent. Et il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'on peut quand même soigner une partie, alors pas toutes les maladies, mais il y a des pratiques chamaniques musicales qui fonctionnent avec des tambours, parce qu'on est sensible à cette stabilité, à cette puissance du rythme. Mais il y a aussi la mélodie de la voix. Donc la voix de la maman, la voix du papa vont apaiser immédiatement le bébé. Et toute la musique... Ou pas d'ailleurs. Ou pas, oui, dans des mauvais cas, ça malheureusement. Ouais. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il y a des gens qui nous énervent beaucoup juste avec leur voix. Les pauvres, c'est pas de leur faute, il y a des gens qui ont des voix horripilantes. Et c'est pire qu'un physique, c'est presque plus désagréable qu'un physique. Et c'est vrai que l'importance du développement d'un enfant va beaucoup parler par la langue. Et les Russes, les Italiens, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont une 50aine de phonèmes dans leur langue, c'est-à-dire énormément de sons différents et de modulations. Ils vont parler comme ça en chantonnant. Alors que les Français, on parle un peu monotone. Et c'est vrai que les Français, on a du mal à être expressifs dans la musique. On est très raffinés pour Ravel, Debussy, faire des ambiances et tout, on va être parfait. Mais pour donner notre cœur et faire pleurer le public, un Russe ou un Italien va être meilleur. Nous, on doit plus travailler pour développer la mélodie. D'où l'importance de la mélodie. C'est vrai, dans ce cas-là, Debussy est presque une exception. Ah oui, absolument. Oui. D'ailleurs, Debussy, ce qu'on retient, ce sont ses couleurs. Et les harmonies, ça va être les instruments qu'il choisit dans l'orchestre, ça va être les accords qu'il choisit. Les mélodies, c'est déjà plus rare. Oui. Alors, vous me dites la voix. Bon, je serais tentée de vous dire, et sans vouloir porter atteinte ou juger, mais Mozart, sa langue natale, c'est l'allemand. Alors, c'est l'allemand, mais c'est une époque... D'ailleurs, il fait des opéras en allemand, ce qui est quand même... Voilà, quand on écoute la flûte enchantée, on se dit, c'est quand même incroyable. Oui, mais c'est le premier à faire des opéras en allemand, parce que la langue universelle pour la musique, c'était l'italien. L'italien était à la musique ce que serait aujourd'hui l'anglais pour les sciences. Et donc, tous les musiciens parlaient italien couramment. D'accord. Et la famille Mozart parlait d'ailleurs, les harmonies, anglais. Quand on apprend la musique, les harmonies écrites
ce sont des harmonies en italien. Hein. Tout à fait, exactement. Pianissimo, forte, con espressione, allegro. Et donc, pas allegro gâteau, non, allegro tout court. On peut faire plein de blagues avec l'italien quand on commence la musique. Et bon, Mozart, c'était vraiment une figure à part. Et lui, il parlait plein de langues tout petit. Et il avait appris le latin aussi. Ah oui. On oublie que l'origine latine des langues européennes qu'on partage, ce sont des origines, alors j'allais dire chantantes, en tout cas mélodieuses, parce que le latin est une langue de même que le russe, avec les déclinaisons, il y a une vraie harmonie dans les phrases. Ouais. Alors il y a un lien énorme entre la langue et la musique écrite. Par exemple, vous citiez avec beaucoup de justesse Mozart. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas composer de la même façon quand il fait un opéra en italien ou quand il fait un opéra en langue allemande. Oui, parce qu'il a quand même la prouesse de ce compositeur qui, à 8 ans, avait déjà écrit je ne sais pas combien d'œuvres, mais je m'imagine pas mal déjà. Une vingtaine, oui. Déjà une vingtaine, oui. C'est qu'il a écrit des opéras en plusieurs langues. Bien sûr. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les compositeurs classiques viennois, comme vous parliez de Beethoven et de Mozart, donc vous avez aussi Schubert, Haydn, ce sont des compositeurs, comme ils parlent allemand, ils parlent en séparant toutes les syllabes. Wenn Sie Deutsch sprechen, Sie müssen jeden Syllabe ein bisschen. Et alors que se parliamo italiano è tutto legato. Si on parle italien, on lit tout. Et la musique classique viennoise, vous avez toutes les notes qui sont un peu picorées, c'est pétillant, c'est comme des bulles de champagne, c'est comme de la dentelle. Ah, Mozart, c'est ça. Hein. Mozart, c'est la musique à danser. Voilà. C'est de la musique à fêter, en tout cas. Et il faut beaucoup parler, il faut articuler. Même avec vos doigts, vous allez articuler, vous allez avoir les doigts vraiment en béton armé. Alors que si vous jouez de la musique italienne, là, ça roucoule, ça s'enchaîne, il faut jouer très lié. Ou si vous jouez de la musique française, il faut jouer extrêmement léger parce que c'était l'esprit français, la lourdeur, c'était associé à l'inélégance. Vraiment, la langue va influencer la langue. Et Brahms, qui est allemand, ne parle pas comme des Viennois autrichiens. Non. Son allemand à lui est beaucoup plus lié et profond et rauque. Et quand vous jouez Brahms, vous pétrissez le clavier, vous le malaxez vraiment. Sinon, ça n'a pas le son de Brahms. Et c'est ça qui est génial quand on s'intéresse à la musique, c'est qu'on s'intéresse au pays du compositeur et à sa façon de vivre. On s'intéresse à comment il mangeait, comment il s'habillait. Par exemple, Beethoven, on sait qu'il a eu des douleurs intestinales terribles toute sa vie. Et donc, en fait, il n'y a pas un moment de sa vie où il a eu une journée sans mal de ventre. Ouais. Voilà. Donc, on n'est jamais totalement serein avec Beethoven. Il y a toujours une petite douleur. Alors, justement, il y a quelque temps, il y avait ce concert dans la cour du Palais et ils interprètent la 6e. Magnifique. Et l'OPMC, toujours. Hein, et, sous la meilleur orchestre du monde. Meilleur orchestre du monde, évidemment. Et à un moment donné, je me souviens me pencher vers ma voisine et lui dire... Il devait quand même être dans un jour, dans un bon jour quand il a écrit ça, parce qu'on sent, dans la 6e, à un moment donné, on sent qu'il a envie de sortir quelque chose, hein, pour ne pas faire de mauvaise imagination de quoi que ce soit. On le sent, hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est clair. C'était un écorché vif et on a parlé du lien nécessaire entre l'argent et la musique. Ouais. Et Beethoven, c'est quelqu'un qui ne supportait pas d'être soumis à des aristocrates. Et c'est un des premiers musiciens... dirigé, en fait. Ouais, exact. Et puis surtout, lui, il avait quand même une conscience de son talent et de son intelligence. Donc, se faire donner des ordres par quelqu'un qui n'avait pas ses connaissances musicales, c'était insupportable. Donc, c'est un des premiers musiciens de l'histoire à se prendre en main économiquement et à vivre de l'édition de ses œuvres. C'est exceptionnel. En fait, lui, c'était un peu le Elon Musk de la musique. Et on l'oublie parce que, heureusement, son génie musical efface le reste. Mais il était très, très fort commercialement. Il avait compris que le public... que les acheteurs de partitions avaient besoin de pièces plus faciles pour les amateurs. Donc, il composait des pièces sublimes très difficiles pour les professionnels, mais il composait aussi des bagatelles, des pièces plus faciles pour les amateurs. Il avait compris qu'il fallait beaucoup de quatuors à cordes pour les amateurs qui jouaient tous les dimanches, parce qu'il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le bowling, donc les Allemands et les Viennois, ils se retrouvaient, ils faisaient du quatuor à cordes le week-end. Ouais. Il a publié plein de partitions, il a gagné beaucoup d'argent. Et il savait négocier avec les éditeurs. On a des lettres où il ne les lâche pas, point par point, il ne lâche pas, il veut de la qualité, il veut être bien payé. Et ça, c'est fabuleux, parce que quelqu'un comme Haydn, qui a été son professeur, lui, il a été au service de la famille Esterhazy toute sa vie. Il a eu des tribulations. Par exemple, il y a une symphonie très célèbre qu'a joué aussi notre cher OPMC, Symphonie des Adieux, où les musiciens se lèvent au fur et à mesure et quittent la scène. Oui, voilà. Oui. Et c'était une façon distinguée de Haydn de dire aux Esterhazy, écoutez, on a vraiment besoin de vacances. Là, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de vacances. Donc, il l'a fait à travers une blague musicale. Oui, il a fait un peu de Molière, quoi. Bravo, exact. Voilà. Alors, je vous écoute...
et je ne sais pas si vous allez trouver ça pertinent, mais moi, quand vous parlez de Beethoven, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir d'une interview assez célèbre de von Karajan, qui était un des chefs qui dirigeait du Beethoven et qui, pour la Deutsche Grammophon, a enregistré toute l'œuvre de Beethoven, pas que, mais aussi. Et il disait, moi, je suis comme lui, je veux ce qu'il y a de mieux. Ah, mais c'est fabuleux. Oui, oui. En fait, c'est une esthétique de vie. Alors, Karajan, c'est quelqu'un qui avait compris énormément de choses de la scène et qui a eu la... Lui aussi, il a gagné beaucoup d'argent avec son exigence et sa qualité et aussi sa personnalité, parce que, bon, Karajan, à un moment donné, c'était un peu un despote. C'était un despote, mais il a rendu service à la musique avec son exigence de qualité, justement. Par exemple, quand il a fait le concours d'engagement au Philharmonique de Berlin, c'était une épreuve qui durait environ 1 heure, et les chefs d'orchestre, pendant cette répétition, les candidats essayaient de faire jouer un maximum de musique à l'orchestre. Karajan est arrivé, il leur a fait travailler 2 mesures. Et en fait, tout le monde s'est dit, mais il est fou, il va se faire éliminer. Et en fait, l'orchestre a adoré. Vous savez, à Berlin, c'est fantastique. C'est l'orchestre, ce sont les membres de l'orchestre qui élisent leur chef. Donc il y a un jury extérieur, mais l'orchestre vote aussi. C'est l'orchestre qui choisit. C'est l'orchestre qui choisit. Et en fait, ils ont adoré ça et ils l'ont élu. Et c'est vrai que Karajan, c'est quelqu'un qui disait à ses musiciens, même aux solistes qui venaient, je veux que vous soyez prêts à 200%, parce que sur scène, avec le stress, vous serez plus qu'à 100%. Ouais. Et ça, c'est une esthétique de vie. Et le jour où j'ai entendu cette phrase, je me la suis vraiment fait mienne et j'ai commencé à travailler différemment. Parce que quand j'étais plus jeune, je comptais sur l'adrénaline et le talent et la chance, et puis peut-être la distraction du public, pour que même si j'étais à 80%, ça passe. Et en fait, j'étais très frustrée. Quand je sortais de scène, je suis malade physiquement. Si c'est pas bien, mais je peux faire une dépression de 6 mois. Alors que si ça se passe bien, je suis bien. Mais si ça se passe mal, c'est horrible. S'il y a pas d'inspiration, s'il y a trop de fausses notes, etc., j'ai l'impression d'avoir trahi. Après, vous savez, cette histoire d'être à 200% pour qu'après on publie être à 100%, ça marche un peu dans toutes les professions. Ah. Parce que être à 200%, alors dans le sport, moi je me souviens d'un grand entraîneur de football qui me disait, tu sais, il y a les champions de l'entraînement et il y a les champions des matchs. Aïe. Et il me disait, moi, les champions des entraînements, je me méfie. Parce que il faut être prêt, et quand on se prépare, on peut pas être aussi bon que quand on interprète sa préparation, enfin on bénéficie de sa préparation. Et donc ça me fait penser à ça. Je me dis, c'est un peu dans tous les métiers où il faut travailler pour à un moment donné arriver au maximum de ce qu'on peut, ou en tout cas le tutoyer. Et donc faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est vrai. Et puis c'est un art de vivre. En fait, j'essaie de le transposer même au quotidien. Par exemple, j'ai une belle fille que j'adore, qui a 14 ans, que je salue au passage. Et quand on passe des moments en famille, j'essaye toujours que ce soit des moments de qualité et de pas m'arrêter sur les petits problèmes. Si elle s'est pas bien peignée ce matin-là, ou si elle a pas remis la tasse où il fallait. Je me fais vraiment violence pour pas gâcher un moment fantastique où on va avoir des souvenirs inoubliables et pour laisser couler. Et c'est un peu une histoire de lâcher prise et de trouver ce qui est vraiment important. Et en musique, c'est pareil. S'il y a une petite fausse note, mais que l'émotion était là, je pense pas à la fausse note. Je pense juste au plaisir que j'ai eu et à l'émotion que j'ai donnée au public. Et il faudrait toujours chercher le meilleur de nous-mêmes. Et l'homme est capable du meilleur comme du pire. Et la musique nous enseigne à donner le meilleur. Quand on pense à ces compositeurs qui étaient dans des conditions de vie quand même souvent très difficiles. Beethoven était sourd, hein ? Voilà, Beethoven était sourd. Bach devait se battre pour avoir du bois pour chauffer sa famille. Mozart était désespéré. Voilà. Il est mort tout jeune. Et ils nous ont légué des œuvres qui sont transcendantes. Et nous, on a tout pour être heureux. Et on se dispute entre nous, on fait souffrir nos proches et on ne donne pas le meilleur de nous-mêmes. C'est très dommage. Alors, c'est vraiment une éthique de vie de toujours prendre le meilleur pour nous et le donner aux autres. Et bon, faut essayer, c'est au quotidien. C'est ça que c'est votre leitmotiv quand vous enseignez, puisque vous enseignez. Hein. J'adore l'enseignement. Vous avez cette chance aussi d'avoir la possibilité d'avoir des élèves. Est-ce que quand on est interprète, passionné, qu'on a le feu sacré, vous parliez de feu sacré tout à l'heure, est-ce que c'est facile de le transmettre, ce feu sacré ? Alors, c'est extrêmement important, surtout que moi, je forme aussi des professeurs. C'est ça. Je suis professeure de didactique à la Haute École de musique, donc j'ai des étudiants en master qui sont déjà d'excellents pianistes, d'excellents musiciens, ils sont déjà artistes. J'ai des étudiantes qui sont spécialisées en musique contemporaine, d'autres qui vont être spécialisées dans le romantisme. Enfin, ils sont déjà des artistes à part entière. Et ils viennent prendre des cours de perfectionnement pour apprendre à enseigner.
Et à côté de ça, j'ai des étudiants pianistes qui veulent être concertistes et des élèves qui veulent être musiciens amateurs ou professionnels. Et c'est un cercle commun, en fait. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'une notion que je vais aborder le lundi matin avec mon premier élève, il se trouve que ça va être une notion directrice de toute la semaine. Par hasard, je me rends compte que, ah bah tiens, mes étudiants, ils ont aussi besoin qu'on parle de ça. Ah bah tiens, tel élève aussi. Et c'est quelque chose de très fluide. Chemin, hein. Ah oui, c'est un chemin. Et puis, ils se fréquentent tous. Moi, je fais beaucoup de cours collectifs. Les petits viennent jouer pour les grands viennent donner cours aux petits. On fait des auditions communes. Moi, je fais beaucoup rôder les pièces aussi, parce que la performance, c'est une part immense de notre métier. Donc, je les fais toujours jouer les uns devant les autres pour qu'ils aient un peu le petit stress et qu'ils se donnent des conseils. Et en fait, si on est tout seul dans notre studio de travail, avec notre prof une fois par semaine, on se démotive très vite. Le piano était un peu une maladie solitaire et qui se guérit en partageant. Et donc, ça fait beaucoup de bien de faire du quatre-mains, de faire des cours collectifs, de jouer pour les autres. Et je ne veux pas les enfermer dans une relation seule avec moi, même si on s'adore. Je pense que c'est un peu malsain au bout d'un moment d'avoir juste un seul prof une fois par semaine. Moi, c'est ce que j'ai eu parce qu'on ne se posait pas ces questions il y a 20 ans quand j'ai été formée. Et vous aviez le même prof pendant 10 ans que vous voyiez tout seul 1 heure par semaine et c'était tout. Terrible. Voilà. Donc, moi, j'essaie vraiment de les sortir de ça. L'été, je les envoie faire des stages chez d'autres profs pour qu'ils apprennent d'autres choses, qui picorent. Et puis, ils me reviennent en septembre avec plein de nouvelles idées. On partage beaucoup. Alors, vous parliez de quatre mains tout à l'heure. Et vous avez eu la gentillesse, en arrivant tout à l'heure, de m'apporter 2 albums. Un album en solo et l'autre en duo. Et ça, c'est pas du quatre mains. Hein. Ce sont 2 pianos qui jouent ensemble, qui interprètent ensemble, en combinaison, une œuvre. Voilà. Et est-ce que quand on joue en duo, on a plus d'exigences? Parce que vous disiez, on a cette histoire avec nous-mêmes, avec soi-même, donc seul. Comment on fait pour intégrer quelqu'un dans cette histoire? Alors, très très bonne question. Ce sont des textes qui sont faits pour être joués à 2. Donc, on a besoin de l'autre. Ce sont des partitions spécifiques en duo. Hein. On ne joue pas en duo n'importe quelle pièce, c'est ça? Exactement. Hein. Donc, une pièce c'est comme un monologue au théâtre qui a été fait pour être dit tout seul. Bon, ça a son sens tout seul. Et par contre, ces pièces en duo n'auraient pas leur charme et leur beauté sans l'autre. Vous commencez par les travailler tout seul, sans le partenaire, et l'autre vous manque. On choisit la partie qu'on prend dans ces partitions Oui, duo. on peut choisir, oui. C'est le sujet d'âpre négociation. Mais ah oui, pour le 2 pianos, oui, clairement. Après, quand c'est du piano et violoncelle ou du piano et voix, voilà, c'est dicté par la nature de notre instrument. Et c'est vrai que c'est chouette, ce travail préparatoire, parce que l'autre vous manque et vous commencez à imaginer, tiens, ma violoncelliste, comment elle va phraser, mon violoniste, à quel moment il va avoir besoin de temps, etc. Et moi, j'ai eu la chance de faire aussi le cours d'accompagnement au CNSM de Lyon. J'ai fait aussi le cursus d'accompagnement. Et on nous apprenait à chanter la partie de l'autre en jouant notre partie. Donc, c'était super difficile. Surtout que moi, très dur, ça. Et puis, j'ai une voix de crécelle, donc ça fait rire tout le monde dans l'appartement. Ça, peu importe, mais j'imagine que se concentrer sur 2 choses... Alors, moi, petite, j'avais ma mère avait beaucoup d'admiration pour Véronique Sanson. Ah bah voilà, elle est incroyable. Voilà. Et elle me disait, je ne sais pas comment cette femme fait. C'est elle qui écrit ce qu'elle interprète, mais en plus, quand elle interprète, elle a aussi l'émotion dans la voix, elle a aussi... Donc, ce sont 2 savoir-faire combinés. Quoi. Ah mais c'est fabuleux, ou Nina Simone, ou Barbara sur certaines chansons qui s'accompagnent elles-mêmes, c'est fantastique. Mais en fait, ça se travaille, c'est comme tout. Oui, si on est initié assez tôt et qu'on s'entraîne, ça vient. En tout cas, c'est indispensable, parce que si vous voulez jouer avec l'autre, c'est comme un acrobate, vous devez rattraper votre partenaire, vous devez savoir à quel moment le trapèze passe au-dessus de votre tête, et il faut avoir fait le chemin soi-même pour le savoir. Donc, c'est indispensable de vivre la partie de l'autre. Et quand je joue avec un autre musicien, je vis sa partie peut-être encore plus intensément que la mienne. Et le partenaire vit ma partie aussi intensément que la sienne. On vit vraiment mutuellement. Et là, je me dis, parce que j'ai lu quelque part que vous disiez que vous aimiez le métal, donc la musique de Rammstein notamment. Oui, bien sûr. Est-ce que dans cette musique-là, il y a ce que vous décrivez, c'est-à-dire ce parcours combiné? Ah oui, cette imbrication. Oui, parce que comme j'ai eu la grande chance de faire la première partie de Rammstein aussi, en fait, ils ont un groupe de 6 musiciens qui ont tous leur rôle indispensable et très, très distinct. Vous avez évidemment la batterie, vous avez évidemment la guitare rythmique, et puis il y a différents types de guitares. Il y a la basse,
basse, il y a la guitare lyrique, il y a le chanteur Till. Mais en fait, s'il n'y avait pas le clavier derrière qui envoie tous les sons incroyables, ce serait plus la couleur de Rammstein. S'il n'y avait pas le batteur qui donne sa pêche et tout, ce serait plus la même chose. S'il n'y avait pas Till pour chanter, ce serait pas la même chose. Ils ont besoin tous l'un de l'autre. D'ailleurs, ils donnent une très très belle métaphore. Une fois, on allait manger ensemble, on papotait beaucoup. Et je leur disais, comment vous avez fait pour rester amis 30 ans avec tout ce que vous avez traversé, toutes les différences, les différents. Ils m'ont expliqué, c'est parce qu'on est comme une main, un doigt tout seul, ça vaut rien. Mais si tu as une main complète, une paume et ses 5 doigts, tu peux aller partout dans le monde. Et en fait, ils ont compris ça. Et un duo musical, c'est pareil. Si on n'est que deux, mais qu'on arrive à être soudés et à se supporter l'un l'autre, à se soutenir, on peut conquérir le monde. Alors, est-ce qu'à vos élèves et à ceux qui viennent vous voir pour progresser, est-ce que vous leur conseillez aussi de faire autre chose que du Schubert, par exemple? Est-ce qu'on peut faire du Rammstein et du Schubert? Alors moi, j'essaye de ne pas leur donner de direction où aller. C'est eux qui doivent choisir la direction. Moi, je les accompagne. En fait, moi, je suis un GPS. C'est eux qui inscrivent le but. Ça me fait penser au concert de la voûte, parce que le concert de la voûte, c'est vraiment un accompagnement aussi. Enfin, gentil. En tout cas, c'est un outil de découverte. On en parlera tout à l'heure, mais ça me fait penser à ça. Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai des élèves qui sont extrêmement différents. Et ça a peut-être été mon défaut de jeune prof. Je vous disais, quand j'ai commencé à enseigner, c'est normal, je ne savais pas. Je n'étais pas une bonne prof et je voyais le même chemin pour tous les élèves. Je leur enseignais comme on m'avait enseigné. Et j'avais lu une étude très intéressante qui disait que quand on recrute quelqu'un, on a un biais cognitif. Quand on voit quelqu'un qui nous ressemble physiquement ou qui a le même parcours, on a tendance à le trouver meilleur, alors qu'il ne l'est pas. Et je me suis un peu auto-introspectée. Je me suis rendu compte que oui, mes élèves préférés, c'était les élèves qui étaient un peu comme moi. Et, ouh là 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 là. Donc j'ai fait le ménage dans ma propre psyché. Et en fait, j'ai compris que mes étudiants et mes élèves, ils viennent me voir pour que je les révèle à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être moi. Je ne suis pas intéressante, moi, on s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est eux et c'est leur projet. Donc je discute beaucoup avec eux déjà en début d'année. Et même en milieu d'année, on refait un point. On met ensemble nos objectifs à long terme et à court terme. Puis alors, moi, je suis très développement personnel. On se fait une feuille avec... alors voilà, d'ici 1 an, je dois avoir fait 3 concours. Donc, il faut qu'en janvier, j'ai joué ça. Ah mince, il faut que je joue un concerto en avril. Et puis, je ne les lâche pas. Là, par exemple, j'ai une étudiante qui est géniale, qui a un talent fou, mais qui doute d'elle comme pas possible. Et elle arrive il y a 3 semaines, la bouche en cœur. Ah oui, puis je voulais te dire, finalement, je ne vais pas faire tel concours. Pardon, mais non, tu sors ta partition, on s'y met. Et puis, résultat, elle est archi prête et je suis sûre qu'elle va gagner. Je croise les doigts. Mais ils ont besoin d'un coach, en fait, souvent. Oui, alors un coach peut-être aussi, et ça voit le jour dans le sport petit à petit. On parle beaucoup de santé mentale. Oh là. Je vous écoutais tout à l'heure quand vous me disiez il faut être bien il vaut mieux rencontrer un compositeur triste, enfin d'une musique triste le jour où on est triste. Comment on gère? Parce que, admettons, vous êtes programmé dans 3 semaines pour jouer, je sais pas moi, du Vivaldi, et vous vous sentez pas en état. Comment on fait? Alors, il y a 2 choses. Il y a des fois où on peut pas faire de miracle. Et par exemple, l'album que je vous ai offert, Isla May piano solo, j'aurais dû l'enregistrer début juillet, il y a plusieurs années. Et pendant la période de travail, une dizaine de jours avant, où je devais travailler 15 heures par jour mon piano pour le préparer, j'apprends que mon papa est à l'hôpital, en phase terminale. Donc évidemment, ça n'allait pas du tout, je pleurais tous les jours. Et là, ma meilleure amie m'a dit « Non, mais arrête tout. Tu fermes ton piano, tu rejoins ton papa à l'hôpital et tu reportes. » Et tu reviendras après, ouais. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement, j'ai pu être avec lui pour l'accompagner, pour vivre ça avec lui. C'était impossible d'enregistrer dans ces conditions. Donc là, voilà, il y a des choses qui sont insurmontables. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des moments, on ne peut pas forcer les choses. Oui, voilà. Il y a des moments, il faut être lucide et se dire, ce n'est pas je ne vais pas y arriver. Oui. Voilà. Et puis parfois, la vie, c'est pas le moment, quoi. Parfois, il y a plus important que la musique. La musique, c'est hyper important, mais l'humain, c'est plus important. Ou alors, s'il y a des personnes avec qui vous adorez jouer, mais avec qui vous ne vous sentez pas bien sur scène ou qui vous font vous sentir malheureux ou pas sûr de vous, il ne faut pas jouer avec. Il faut savoir s'entourer. En fait, c'est extrêmement important de bien s'entourer. Et plus j'avance en âge, plus j'apprends à faire le tri. Ce n'est pas forcément les personnes qui sont toxiques, c'est souvent les relations qui sont toxiques. C'est notre mode de fonctionner ensemble. Oui, parce que heureusement, on n'est pas tous les mêmes avec tout le monde. Oui, en plus. Ça peut ne pas fonctionner avec vous et fonctionner avec quelqu'un d'autre à côté. Ça ne change pas la personne. C'est juste que la relation ne fonctionne pas de la même manière. Exactement. Et d'ailleurs, en musique de chambre, ça se ressent. Il y a des gens avec qui vous jouez
Peut-être que vous ne le supportez pas, mais vous commencez à jouer ensemble et vous vous adorez. Et il y en a d'autres, au contraire, vous pourriez boire des pots jusqu'au bout de la nuit et vous commencez à jouer ensemble, ça marche pas. Donc ça, c'est important. Par contre, c'est vrai que quand il y a un concert qui est prévu et qu'on doit jouer et qu'on doit honorer un engagement, il faut apprendre à prendre sur soi. Et parfois, ça nous aide, ça nous distrait, la musique. C'est vrai qu'il y a des jours où je vais avoir des soucis, comme tout le monde. Et d'être obligée de faire 3 heures de piano, ça me libère. Ou être obligée de donner mes cours, c'est un oxygène fabuleux d'avoir mes petits élèves qui viennent avec leurs problèmes à eux. J'oublie. Ça fait un petit running, quoi. Exact, voilà, on se nettoie. Ah ouais. Oui. Là, alors, je me disais, est-ce qu'on peut annuler des concerts? Alors, vous pouvez, si vous avez le talent de Martha Argerich, on vous rappelle. Si vous vous appelez Catherine Nikitine, on ne vous rappelle pas. Donc moi, non, j'annule pas de concert. Martha Argerich, c'est quand même... Comment... Alors moi, c'est une question que j'ai envie de poser à chaque fois que je rencontre un... J'en ai parlé avec Bruno, Martha Argerich, ça sort d'où ce talent éclectique? C'est-à-dire que Martha Argerich peut jouer ce qu'elle veut, en fait, avec toujours ce niveau de particularité individuelle qui rend... On entend que c'est elle, quoi. Elle a un talent incroyable qui est lié d'ailleurs à la connaissance des langues dont ça on aussi, parlait tout à l'heure. Elle parle toutes les langues à la perfection. Et c'est vrai que quand vous l'entendez, c'est comme... moi, quand je l'écoute, j'ai l'impression de voir un diamant sculpté avec la meilleure science possible et de voir un patrimoine qui est chéri et entretenu depuis 500 ans. C'est un morceau de patrimoine vivant. Martha Argerich, elle devrait être classée au patrimoine mondial de l'humanité. Elle comprend Mozart, elle comprend Ravel, elle les comprend tous. Il n'y a pas une note qui ne soit pas juste, qui ne soit pas habitée. Ouais. D'ailleurs, moi, je l'avais entendue très très jeune au Théâtre du Châtelet. Mon frère m'avait emmenée, c'était fabuleux. Elle avait eu une standing ovation avant même de jouer. Et c'est vrai qu'elle avait joué comme une déesse. Et j'avais compris en l'écoutant que c'était comme ça que je voulais faire de la musique. Chaque note était vivante, il n'y avait rien de plat. Et ce qui est très drôle, c'est que des années après, en dînant avec elle, je lui raconte ce concert où elle avait joué le concerto de Schumann au Théâtre du Châtelet. Et je lui raconte la standing ovation à son entrée. Elle me dit, écoute, quand je suis entrée, je m'essuyais la bouche parce que j'ai vomi de peur devant la porte de la scène avant d'entrer. Et au niveau qu'elle a, elle est encore tellement humble, elle a une telle conscience du côté sacré de sa musique et de sa fonction qu'elle en vomit de peur avant de monter sur scène. Oui, et puis Martha Argerich, c'est une interprète. C'est-à-dire que quand je dis... elle est interprète au sens traducteur du terme, presque. C'est-à-dire que quand vous dites qu'il n'y a pas une note qui est... Enfin, pas une note plate. Et moi, ça m'a donné l'impression... C'est comme si... alors, le dernier, je crois que je l'ai entendu faire du Rachmaninoff... très difficile en plus, parce que Rachmaninoff, c'est pas toujours simple. Et j'ai eu l'impression que Rachmaninoff était en train de nous expliquer ce qu'il avait fait, quoi. Oui, moi je pense qu'elle est médium en fait. En musique, c'est bien parce qu'on a le droit d'être un peu barré, ça prête pas à conséquence. C'est de la musique, il y a pas de mots, donc c'est de intéressant ce que vous dites, l'intangible. parce que souvent les interprètes, que ce soit à la voix, au piano, les grands solistes, ils ont tous des vies un peu particulières. C'est toujours avec des personnalités un peu... Vous avez Jean-Claude Pentier, qui est un merveilleux pianiste, qui incarne l'inspiration et qui est pop orthodoxe. C'est ça. Et c'est vrai que Martha, elle est connectée au compositeur. Je ne sais pas à quel canal elle est branchée, mais c'est sûr qu'elle est branchée. Et c'est vrai qu'en musique, il faut un peu accepter qu'il y a de l'irrationnel, de l'immatériel. Et faut pas forcément mettre de mots sur les choses, mais il faut laisser l'émotion nous gagner. Et c'est ça que le public vient chercher, en fait. Elle a fait le tour du monde avec son piano. Elle a tout joué, rejoué, en bis, en terre, enfin, etc. Est-ce que quand on a autant joué, est-ce qu'on aime toujours autant ça? Alors Martha, elle est spéciale parce que elle le dit elle-même. Elle se souvient qu'elle était une enfant heureuse jusqu'à 3 ans et qu'après on l'a mise au piano et elle dit depuis j'ai plus eu une journée de bonheur. Et c'est quand même quelqu'un qui a été voué par ses parents à travailler le piano comme une folle. C'est une femme qui a eu son premier enfant à 18 ans, qui a dû l'abandonner, qui a dû le laisser aux grands-parents à Genève. Elle ne l'a pas abandonné, mais elle l'a laissé. Elle ne l'a pas élevé. Elle dit elle-même... Elle ne l'a pas élevé, oui. Voilà, et c'est assez dur. Et elle a fait des sacrifices incommensurables pour la musique. Et nous, public, quand on l'écoute, merci Martha d'avoir fait ça pour nous, parce que oui, ça nous fait du bien.
Mais à quel prix? Et vous parliez tout à l'heure de la santé mentale des musiciens. Et je pense qu'on est une génération où les femmes veulent vivre leur vie de femme. Les hommes veulent vivre leur vie de père, d'homme. On n'a plus envie de tout sacrifier pour la musique et pour la carrière. Et, par exemple, mon amie Juliette Salmona, avec qui j'ai fait le disque Chant d'adieu. Qui fait du duo aussi, hein, on fait avec du duo. vous. Et elle est dans un quatuor Zaïd où les 4 sont femmes et mères et mettent leur famille et leur hygiène de vie au centre. Et en fait, elles organisent leurs répétitions de façon à ce qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants, de leur mari, de leur vie personnelle. Et s'il y en a une qui est enceinte, il n'y a pas de problème, elles organisent le planning en fonction. S'il y en a une dont un petit est malade, il n'y a pas de réflexion. Ah, ça fait longtemps qu'il est malade, ton petit. Enfin, elles sont vraiment hyper solidaires et elles en ont bavé. Hein. Quand le Quatuor Zaïd a commencé il y a 20 ans, les programmateurs leur disaient « C'est dommage que vous soyez que des nanas, ça va s'arrêter dans 10 ans, votre truc. » Et bah, voilà. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Mais tout à l'heure... quand vous me parliez de ça, je me disais, on a tous l'impression, quand on n'est pas musicien, que la musique, c'est beaucoup d'heures. Ce sont beaucoup d'heures, tout le temps. Parce que Héloïse me disait, je ne peux pas m'arrêter trop longtemps, sinon je perds mes sensations. Ah mais c'est clair. Et donc, je peux, 2, 3, 4 jours, une semaine max. Et après, il faut que je recommence à jouer. Et elle me dit, je perds de l'agilité, je perds de la mobilité de mes mains. Et c'est beaucoup de travail pour y retourner. Et donc, quand vous me parlez de sacrifice, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu aussi, à un moment donné, cette impression qu'on n'a pas le choix? Alors moi, je vous avouerai que j'en ai eu marre du piano quand j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Et j'ai arrêté pendant plusieurs années la musique. Héloïse aussi, elle a arrêté d'ailleurs. Hein, un petit moment. Ouais, d'accord, c'est drôle, tiens, je n'ai pas parlé avec elle. Et en fait, c'est vrai que comme j'étais née dans une famille de musiciens, que j'étais au bon endroit, au bon conservatoire, au bon collège et tout, jusqu'au bac, j'ai été une petite fille modèle, j'ai travaillé comme une folle. Et puis après, j'ai rencontré un organiste italien très doué et je suis devenue son impresario. Donc j'ai claqué la porte de chez mes parents. Je suis partie vivre avec lui, d'abord dans une chambre de bonne à Paris, puis après en Italie. Et donc j'ai été impresario pendant 4 ans. Ce qui était génial, parce que moi qui étais timide comme un bébé, j'ai dû apprendre à prendre mon téléphone pour démarcher des concerts en allemand, en anglais, en italien. C'était une école de la vie fantastique. Je suis devenue adulte à vitesse grand V. Mais j'ai plus touché un piano, ni un clavecin, ni un orgue pendant plusieurs années, alors que je jouais de tous les instruments. Et ça me manquait quand même beaucoup, mais j'écrivais, c'était ma petite part artistique. Et puis j'étais dans la musique, puisque j'accompagnais Paolo pour ses concerts, 100 concerts par an. C'était génial, j'étais quand même immergée dans la musique. Et puis je commençais à le filmer déjà, parce que comme l'orgue est caché dans les tribunes en haut des églises, le public ne le voyait pas. Et déjà, cette démarche de transmettre, on voulait absolument que le public voit ce qui se passe. Donc je filmais les concerts et on diffusait en temps réel sur un écran géant. Donc comme j'ai une passion pour le cinéma depuis toute petite, j'avais ce plaisir de filmer la musique. Et puis, au bout de 4 ans, par hasard, je dépanne. Il y avait un concert avec un ensemble à cordes de la Scala et le claveciniste qui devait faire le continuo était malade. Et donc, une demi-heure avant le début du concert, quelqu'un demande au public est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait jouer du clavecin qui pourrait remplacer faut juste jouer des accords. Alors, je lève la main, je dis oui, j'ai fait des études d'orgue et de piano, je devrais m'en sortir. Donc, j'ai fait le continuo. Ça s'est très bien passé, c'était facile. Et là, le violon solo de l'orchestre, c'était le premier violon solo de la Scala de Milan, Francesco De Angelis. Il discute avec moi, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis « Je suis née à Paris, mais j'habite en Italie. » Il me dit « Mais t'es folle, t'as la chance d'être née à Paris, t'es musicienne, mais retourne en France faire des études. » Et en fait, il se rendait pas compte, mais ça m'a fait un électrochoc. On a fait un peu de sonate ensemble, on a fait des petits concerts ensemble. Et j'ai pris mes clics et mes claques, je suis retournée en France et j'ai recommencé mes études. Mais j'en ai bavé, hein. J'ai dû travailler littéralement 8 heures par jour pendant 1 an le piano pour intégrer un CNSM. J'avais perdu tout mon niveau, les doigts ankylosés, c'était la catastrophe. Ah, les doigts ankylosés. Alors, bon, moi j'ai grandi avec cette idée qu'il fallait avoir des mains de pianiste, alors des doigts plus longs, etc. Et je me rends compte qu'il y a des pianistes qui n'ont pas des mains particulièrement. C'est plutôt dans la façon qu'ils ont de les faire bouger, ces mains, que ça compte. Oui, alors c'est très impressionnant parce que, par exemple, une sublime pianiste, Marie-Jo Pires, elle est toute petite. Je pense qu'elle est encore plus petite qu'Héloïse. Et elle a des petites mains. Elle a des toutes petites mains, mais elle a une souplesse extraordinaire et en fait, elle sait utiliser son corps. Elle s'appuie beaucoup sur ses pieds et donc elle va projeter sur vraiment la plante des pieds et elle va aller trouver la force dans tout son corps. Là où un pianiste immense comme par exemple Boris Berezovsky qui est une armoire à glace, et voilà, il doit avoir les mains de talent. Un talent colossal. Mais lui, pour jouer fort, il suffit qu'il bouge le petit 5e doigt, c'est bon, ça sonne super fort. Là où Marie-Jo Pires va aller utiliser toute la force de son corps. Il faut juste savoir s'utiliser. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, quelque part, avoir des doigts fins, c'est plus facile parce qu'on se faufile entre les touches noires. Et les gens qui ont des gros doigts, ils ont aussi des difficultés à eux.
Alors, oui, tout à l'heure, vous parliez des fausses notes. Alors, moi, j'avoue humblement, quand je vais écouter un concert, là, c'est rare. Alors, j'en entends, enfin, je les repère parfois, mais je les repère pas tout le temps. Eh ben, heureusement. Oui. Et du coup, est-ce que quand on joue et qu'on sent qu'on n'est pas, par exemple, dans un bonjour, qu'il y a un peu trop de fausses notes ou qu'on n'est pas arrivé à passer entre les noirs, etc., est-ce que ça peut déconcentrer? Ah, ça peut être la catastrophe. Oui. Il y a des concerts où vous passez votre temps à assurer, entre guillemets, et vous vous dites, mon Dieu, mais je suis passée où D'ailleurs, plus que les doigts, c'est ce que j'ai dû reconquérir quand je me suis remise à la musique vers 21 ans, ça a été la concentration. Et c'est Parce là, qu'on oublie que c'est une vraie concentration. Enfin, moi, ce qui m'a toujours impressionné, d'abord, c'est que la plupart du temps, vous jouez... alors, vous avez la partition, mais vous la connaissez. Et je me dis, quand on écoute, ne serait-ce que... Puis moi, je joue tout par cœur. Le solo, c'est impossible. Un 3/4 d'heure, 3/4 d'heure, 1 heure, une pièce avec une partition dont quelqu'un vous tourne les pages, mais que vous regardez sans regarder tout en la regardant. Je me dis, il y a quand même une vraie concentration mentale. Oui. Alors, moi, c'est sûr que j'ai dû faire des vraies pratiques de yoga, de méditation, je ne sais même plus comment on appelait ça à l'époque. Ça change, mais en fait, c'est toujours le même objet. Ou alors, vous faites de l'hypnose, de l'auto-hypnose, mais il faut absolument rentrer en soi. Par exemple, si les auditeurs qui nous écoutent ont des problèmes de concentration, lisez impérativement Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. Et là, c'est bon, vous avez une porte ouverte vers rentrer en vous, vous centrer. Et vous... En fait, on dit se concentrer, ce qui est un mot très compliqué. Et c'est très nocif de dire à un enfant, concentre-toi. Parce que c'est le contraire, il faut s'ouvrir. Et vous pouvez commencer par écouter les bruits autour de vous. Écoutez vos propres bruits, vos bruits de respiration, les bruits du tissu sur votre corps. Et commencer à vous calmer et à entrer en communication et en communion avec ce qui vous entoure. Et c'est là que vous allez vous calmer et vous ancrer. Et c'est beaucoup plus intéressant que de se fermer et de se concentrer. Alors, vous êtes en train de me dire que c'est à la fois de l'introspection et à la fois de l'ouverture sur le monde, à interpréter. C'est à la fois être avec soi-même et à la fois être avec tout le reste du monde. Le monde est tellement plus intéressant que nous-mêmes. Oui. Mais est-ce qu'on est solitaire? Enfin, est-ce que vous êtes solitaire notamment? Moi, je suis extrêmement solitaire, mais c'est une question de caractère et aussi d'exigence. C'est-à-dire que quand vous pouvez lire du Kierkegaard et être sidéré à chaque phrase parce qu'il vous dit des choses incroyables, ou vous pouvez traîner avec des gens hyper intelligents qui vous surprennent. Et puis, je préfère des relations de qualité. Par exemple, j'ai horreur des cocktails où on est 40 et où les conversations sont très superficielles et où on se raconte tout le temps la même chose. Je ne supporte pas, alors on est obligé de le faire. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le dialogue. Et c'est prendre la personne et se regarder dans les yeux et aller au fond d'un vrai dialogue et savoir qu'on va changer tous les deux un petit peu pendant cette conversation. En général, quand vous dites... alors, j'enregistre... tout à l'heure, vous évoquiez le moment où vous enregistrez. Combien de temps il vous faut pour enregistrer un disque entier? Parce que ça va avec ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire, moi j'ai besoin d'être avec les autres, etc. Quand on enregistre, et qu'on enregistre en solo notamment, et ça vous isole pas un peu du monde, ça? Alors c'est vrai que j'ai mes petits trucs. En fait, j'enregistre toujours avec la même équipe. Moi, je suis quelqu'un de très fidèle, en amitié notamment. Et j'ai mon ingénieur du son de confiance avec qui je travaille depuis 15 ans. J'ai fait tous mes disques avec lui. Quand on est musicien et qu'on enregistre des disques, l'ingénieur du son, c'est quand même... c'est hyper important. Le plus important de l'équipe. Elle est géniale. Elle est d'une douceur folle. Oui, c'est une fille. Elle est hyper pédagogue. Elle m'a beaucoup appris en pédagogie. Par exemple, elle me dit toujours, c'est bon, on a ce qu'il faut, mais on va en refaire une pour le plaisir. Et en général, c'est cette prise soi-disant superficielle, voilà, supplémentaire, vous avez raison, qui est la bonne. Alors en sport et notamment en tennis, on appelle ça lâcher les coups. C'est-à-dire au moment où on a une espèce de libération, le même geste, on ne le fait pas exactement de la même manière. Notamment, vous parlez tout à l'heure de transfert de force. Oui. Lâcher les coups, on ne transfère pas les forces de la même façon. Mais il faudrait que je prenne des cours de tennis parce que ça m'intéresse, le transfert de force. Alors, le tennis, c'est le sport où il y a le plus, enfin pas le plus, mais c'est un sport très, très axé sur le transfert de force, puisque forcément, on essaye de transmettre à une raquette qui est au bout du bras une force qui vient parfois des pieds. Vous parlez tout à l'heure de s'arc-bouter, de se planter pour pouvoir envoyer plus fort.
Et c'est un sport où le transfert de force est essentiel. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas bien, et ça, vous l'avez ou vous ne l'avez pas, la balle va plus ou moins vite, elle est plus ou moins au bon endroit, etc. Et donc, ça apprend beaucoup de choses c'est sur la fabuleux. gestuelle. Le problème, c'est que les pianistes, on n'a pas trop le droit de faire du tennis parce que c'est très oui, dangereux. Ça déséquilibre un côté par rapport à l'autre. Oui, et effectivement, ça isole, ce qu'on appelle, ça fait faire de l'isolation. Oui. Et l'isolation, c'est pas bon pour... non. Est-ce que au piano, on est droitier ou gaucher d'ailleurs? Ah oui, alors ça, c'est un domaine qui est génial, c'est un vrai domaine de réflexion. Et c'est vrai que moi, je suis une geek du piano. Je dirais que quelqu'un qui n'est pas pianiste, peut-être ça l'amuserait, mais en fait, en écriture pour piano, la main gauche, c'est l'éternel second rôle. Et la main droite, c'est l'éternel premier rôle. Et depuis toute petite, moi, je suis fascinée par cette oppression de la pauvre petite main gauche qui aimerait s'exprimer, aussi parce que mon père et ma sœur sont gauchers. Voilà. Et pianistes tous les deux. Et eux, tous les deux, ils avaient un amour et une reconnaissance pour les compositeurs qui donnaient parfois la parole à la main gauche et au second rôle. Donc, j'ai toujours été sensible à ça. Et en plus, la main gauche, elle a le rôle des graves. Donc, c'est des voix plus discrètes, mais sans lesquelles le tissu musical n'existerait pas. Et c'est comme dans une équipe, je suis désolée, la personne qui fait le ménage, si elle n'est pas là, on le voit tout de suite en fait. Parce que c'est pas beau, c'est tout cracra. Et par contre, on pense jamais à la remercier. Je sais que je vais toutes les semaines à l'aéroport de Genève et au salon Air France, je remercie toujours la femme de ménage, je la salue toujours. Et au début, elle était hyper surprise que je la salue et que je la remercie et que je la complimente. Et puis maintenant, elle est contente. Et si je la croise et que je lui dis pas bonjour, elle me dit bonjour. Oui, bien sûr. Mais ça, pour moi, ça tombe sous le sens et la vie serait tellement triste s'il n'y avait pas toute l'équipe pour prendre soin. Et du coup, la main gauche, oui, il se trouve que les droitiers sont extrêmement majoritaires dans l'humanité. Du coup, le vocabulaire de main droite... Mon fils est gaucher. Mon fils et mon père. Alors, mon père est d'une génération où on contrarie les gauchers. Ah oui. Donc, il a forcément... alors, mentalement, ça a forcément fait quelque chose d'autre de lui, quand on est contrarié à ce point-là. Parce que mon fils est gaucher, il suçait son pouce droit dans le ventre déjà. Donc, la main qui était libre, c'est la main gauche. Et la personne qui m'avait qui l'avait vu à l'échographie m'avait dit votre enfant, votre enfant sera gaucher. Et je trouvais ça incroyable. C'est fou. On ne savait pas son sexe, mais on savait déjà qu'il serait gaucher. On savait déjà qu'il serait gaucher. Et il est gaucher. Et d'ailleurs, on parlait de tennis. Les gauchers en tennis, ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Voilà. Et je me suis toujours dit, ils sont pas majoritaires, mais justement, ça fait d'eux des êtres à part. Ça fait des êtres à part et puis ça fait évoluer le langage. La main droite au piano, c'est celle qui est plus virtuose, mais elle est un peu plus superficielle. Elle est moins intéressante, moins profonde que la main gauche. Et moi, je fais beaucoup apprendre la main gauche par cœur à mes élèves. S'ils écoutent ce podcast, ils vont rigoler parce que les pauvres, je les enquiquine avec ça. Ouais. C'est obligatoire chez moi. Ça veut dire quoi? On met la main droite dans le dos et on joue que la gauche. Voilà, par cœur. Par cœur. Et c'est horriblement difficile, en fait, parce qu'elle n'a pas les réflexes. Ce serait comme de conduire sans le volant, quoi. C'est hyper désarçonnant. Et oui, alors c'est ça le truc, c'est que si on n'est pas gaucher, à gauche, on n'a pas les réflexes. Voilà. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que comme le cerveau fonctionne avec deux hémisphères, notre moitié gauche du corps, elle est commandée par l'hémisphère droit, qui est la sensibilité, et l'imagination, l'inventivité, créativité. Et l'hémisphère gauche du corps, du cerveau, commande la partie droite du corps. Et là, c'est tout ce qui est rationnel, intelligent et tout. Et en fait, quand on a le trac... C'est ça. Dans les typologies, il y a le cortical droit et le cortical gauche. Exactement. Ouais. Et quand on a la panique, le côté droit de notre corps, il n'y a pas de problème parce qu'il est rationnel. Ce qui va paniquer, c'est notre main gauche. Et donc, c'est notre basse, ce sont nos harmonies, c'est vraiment la base de notre musique. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement solidifier ça pour que la performance soit nickel. Et si vous vous amusez à écouter des concerts et à guetter le trou de mémoire chez le pianiste, vous allez vous rendre compte que ça commence toujours par la main gauche. Et la chance que j'ai eue, c'est que la prof que j'avais quand j'étais ado, elle était avant-gardiste, elle était révolutionnaire, elle avait écrit des bouquins, tout le monde la prenait pour une folle parce qu'elle avait compris tout avant tout le monde. Et elle avait compris cette importance de la main gauche. Et c'est elle qui m'a appris à mémoriser les mains gauches. Et ça fait 50% du travail. C'est tout ça. Ça fait un moment qu'on discute maintenant. Et je me dis, finalement, c'est un équilibre extrêmement délicat de beaucoup d'éléments, de beaucoup de critères. Pour vous qui êtes une enseignante, une concertiste, une pianiste, vous écrivez, vous avez été impresario, etc. Quel sens vous donneriez, vous parliez de talent tout à l'heure, quel sens vous donneriez à ce talent? C'est quoi en fait ce talent? Parce que vous avez parlé des 90%, des 10%, des 10%, mais, ou des 5 et 5 et des 90.
c'est quoi qui fait la différence entre un pianiste et Martha Argerich? Bon, vous avez parlé de Martha, mais c'est quoi ce talent? C'est quoi, quand vous écoutez un élève, comment vous vous dites, lui, il l'a? Alors, c'est délicat de répondre à cette question. Ça peut être très cruel pour ceux qui ne l'ont pas. Ah, mais vous savez, c'est en tout, hein. Oui. Moi, mon boulot aussi, moi, je suis un manager, j'ai des équipes, et je peux vous dire que je vois tout de suite. Alors, c'est terrible, hein, mais je le vois. Et je vous pose cette question parce que j'ai mes éléments, qui ne sont pas toujours les mêmes, hein, d'ailleurs, en fonction des gens que j'ai en face de moi. Mais je sais. Pour moi, c'est quand même inexplicable. Pourquoi Schubert, qui est mort à 31 ans, qui était instituteur, il nous a légué 1000 œuvres. Moi, j'arrive pas à l'expliquer. Je pense que c'est une question de chance. Oui, pourquoi Mozart, à 8 ans, voilà. avait écrit déjà au moins 20 œuvres qu'on écoute toujours aujourd'hui. Oui, c'est ça. Moi, j'ai du mal à l'expliquer. Alors, il y a des facteurs environnementaux. Voilà, le père de Mozart, Léopold, était un immense pédagogue. Schubert, sa famille était musicienne aussi. Moi, j'ai l'épigénétique. Si j'ai jamais eu une tendinite de ma vie et si j'ai pu arrêter des années et m'y remettre, c'est peut-être parce que mon père était pianiste de haut vol. Et c'est vrai que je sens ma main. J'ai une main de pianiste. Vous avez de la main, oui. Comme Marie-Josée Pérec a du pied. Voilà. Non, mais on le dit en plaisantant, mais il y a une épigénétique. Marie-Josée Pérec, elle est meilleure que les autres parce qu'elle a plus de force dans son pied. C'est vrai. Et ça, c'est la génétique. Il y a rien à faire. J'en discutais avec Théo Andan, qui est le vice-champion du monde du relais 4x400, qui est donc un sprinter. Hein, et il me disait, ça, on l'a ou on l'a pas. Le pied, ça se travaille un peu, mais... Et donc, ce que vous me dites, c'est la main, vous l'avez pas aussi. Moi, j'aurais tendance à vous faire ma réponse de pédagogue et d'humaniste, qui serait finalement le talent de départ. On s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Ouais. Parce que vous avez des gens qui ont un talent merveilleux, mais dont l'environnement va les faire douter d'eux-mêmes, va pas leur laisser le temps de s'épanouir, de se développer. Ils vont leur dire non, t'es pas bon, c'est pas fait pour toi. Ah, dans la famille, il y a personne qui est bon en maths. Si vous lisez la distinction de Bourdieu, les choses qu'on dit de vous déjà au départ, vous conditionnent. En disant toi, de toute façon, et on va en parler maintenant. Hein, toi, de toute façon, t'es une fille, tu peux pas faire ça. Voilà. Ou toi, de toute façon, t'es une fille, tu comprends pas ça. Ou t'es un garçon, tu feras pas de danse classique. Oui, c'est ça. Alors que tu t'appelles Nureyev. Donc oui. Donc je pense que finalement, notre talent de départ, faut pas trop s'en occuper. Être narcissique du talent, c'est pas très intéressant. Notre talent, c'est rien, parce qu'il y a toujours des plus grands talents que nous. Par contre, ce qu'on va faire de notre talent et de ce que Dieu ou la vie ou la providence nous a donné, ça va être intéressant. Ouais. Et c'est là-dessus qu'on a du pouvoir. C'est comme les accidents de la vie. C'est pas eux qui nous définissent si on a été agressé, si on a vécu des traumatismes, qu'on vient d'une famille compliquée. Ça nous condamne pas à être malheureux. Au contraire, ce qui va décider de notre destin, c'est comment on se relève, comment on se reconstruit, comment on pardonne. On a son propre arbitre. Hein. On a la faculté de faire son propre choix aussi. Hein. C'est vrai. Il y a la fatalité, il y a l'atavisme, il y a les liens familiaux, il y a l'histoire, et puis il y a ce qu'on veut, nous, pour nous-mêmes, hein, ce qu'on veut, chacun veut pour soi-même. Moi, je sais que j'ai des élèves qui sont arrivés dans ma classe, personne ne pariait sur eux, et je ne sais pas expliquer. C'est vrai que j'avais un petit feeling quand même, où je me disais, là, je vois une lueur quand même au bout du tunnel, et on travaille 1 an, 2 ans ensemble, et je leur dis, je sais que tu as un rêve, et je sais que tu n'oses pas assumer ton rêve, mais moi, je veux bien qu'on tente. Et c'est des élèves qui me disent « Ok, Catherine, on va tenter ». Et ils font à la lettre ce que je leur dis. Et de semaine sur semaine, ils arrivent, c'est des anges, ils travaillent comme je leur dis et tout. Ils progressent de folie. Et je les teste, je les envoie à des concours, je les envoie à des examens, je les observe sur scène. Et là, je sais ce qui va tenir et ce qui ne va pas tenir. Et en fait, bizarrement, j'ai des élèves sur lesquels j'aurais parié 1000 fois plus au début, qui étaient doués comme des anges, voilà, tout était facile, qui n'ont pas tenu la route, qui n'ont pas la discipline pour travailler lentement, qui n'écoutent pas mes conseils, qui ne comprennent pas l'importance de faire tout de suite, ils se disent « Oh, bah, je ferai dans 6 mois ». Et il y en a d'autres qui sont peut-être moins impressionnants au début, mais qui sont plus à l'écoute, et en fait, c'est eux qui vont aller loin. Ouais. Et j'ai presque envie de dire, pour un musicien en tout cas, ce qui va faire la différence, c'est la capacité à travailler lentement. C'est très bizarre, mais s'ils sont capables de décomposer le geste, et de travailler dans le calme et la concentration, même si au début ils sont moins épatants que d'autres petits copains, c'est eux qui iront loin et qui iront jusqu'au bout. Alors, avant de terminer, on va parler justement de ça. Parce que là, quand je vous écoute, vous parlez beaucoup au masculin. Alors, on a parlé de Martha Argerich, qui est quand même une immense artiste féminine. Est-ce que dans la musique, il y a du sexisme ?
Alors, on a de la chance d'être à Monaco, parce que vous êtes la seule ville qui apporte, et le seul pays qui apporte une telle importance à la parité. Par exemple, la France a érigé une loi il y a quelque temps qui exigeait qu'il y ait la parité dans les chefs d'orchestre invités par les orchestres nationaux. Et Monaco a été intéressé par cette loi et ils ont décidé de s'approprier cette règle. Et bien, résultat, les deux seuls orchestres qui le font, c'est Lille et Monaco. Ouais. Et là, je dis chapeau. Et en fait, c'est un effort à faire au quotidien, ça va quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai que la programmation des compositrices, ça a été une grosse problématique. Par exemple, en 2022-2023, il n'y a que 6% de concerts de musique classique qui étaient dédiés à des œuvres de femmes, de compositrices. Donc ça fait mal, alors qu'il y en a plein. Hein. Et en fait, c'est à nous de nous battre, et ça nous donne un champ d'action formidable, parce qu'on peut être les pionniers, et c'est intéressant dans un art d'être un petit peu pionnier. Donc c'est vrai que moi, je m'intéresse beaucoup aux œuvres de compositrices, j'en enregistre, j'en joue. Et là, on a créé une saison de concerts à Monaco, concert de la voûte, où on a déjà pu faire un concert consacré aux femmes. Et on essaye sur chaque concert d'avoir au moins une pièce d'une compositrice. Et on s'intéresse aussi au fait d'être inclusif, pas que pour les femmes, mais pour les autres minorités aussi. Donc là, je vais jouer du Duke Ellington, qui était afro-américain. On va jouer du Chevalier de Saint-Georges. Il ne faut pas toujours jouer de la musique européenne. Non, c'est sûr, hein, mais vous parliez tout à l'heure des rythmes africains, etc. Et là, vous parlez du Chevalier de Saint-Georges, notamment. Alors, c'est pas tout à fait africain, mais c'est de la rythmique quand même. Hein. Chevalier de Saint-Georges, c'est très marqué par une rythmique assez importante. Tout à fait. Est-ce que vous vous dites, quand vous les jouez, que ça se rapproche un peu de ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que la rythmique, c'est quand même ce qui prédomine dans la musique d'aujourd'hui, qui est plus... On n'appelle plus ça de la musique classique, mais vous écoutez du hip-hop, il y a de la rythmique beaucoup. Vous écoutez du rock, il y a beaucoup de rythmique. Donc, c'est ça qui a traversé les âges plus que le reste. En fait, on est dans une époque qui est envahie par les machines. Oui, c'est un petit peu avec l'industrialisation en Europe que la musique s'est industrialisée aussi, avec l'apparition du métronome notamment, qui est cette petite machine qui vous permet de garder toujours la marche bien en dehors de la musique. Hein. Moi, le métronome, par exemple, souvent je dis aux journalistes quand ils fabriquent leur reportage, je dis le plus important dans la longueur, c'est le rythme. Oui. Imagine que tu as ce métronome qui est devant toi. Et si tu as cassé le rythme, alors sur un reportage de 90 secondes, non. Mais sur un reportage de 52 minutes, ça se sent. Non, mais c'est vrai. Et en fait, la musique baroque, le tempo était très, très libre jusqu'à 1750, 1780. Le tempo fluctuait beaucoup, c'est-à-dire qu'on pouvait ralentir et tout d'un coup accélérer. C'était très libre. Et puis, avec le répertoire classique, justement, avec Mozart, Haydn, Beethoven, ça commence à devenir hyper régulier. Ouais. Avec la généralisation aussi des horloges. Tout le monde avait son horloge, tout le monde avait son garde-temps, ce petit tic-tac. Et ça rassure l'homme et la femme. Le battement du cœur. Voilà, le battement du cœur. On a la sensation de maîtriser le temps, de contrôler. Et c'est aussi une façon facile et immédiate d'entrer en osmose avec le public. Parce qu'en fait, quand vous entendez une musique qui est neuve, que vous n'avez jamais écoutée de votre vie, la seule chose que vous pouvez prévoir, c'est à quel moment va tomber la prochaine note. Et le rythme, c'est une façon de communier avec votre public. C'est qu'il sait à quel moment va tomber la note et du coup, il est rassuré. Et les compositeurs géniaux ou le jazz, ils vont twister un peu le rythme, ils vont faire attendre un tout petit peu plus. Par exemple, Cuba, Buena Vista Social Club, ils sont toujours un peu trop tard. Du coup, c'est délicieux, c'est toujours un peu après ce qu'on attendait. Et c'est vrai que notre musique du XXe siècle, par exemple Prokofiev, Shostakovich, c'est une musique qui est très rythmique parce qu'il y a la machine qui est entrée dans notre vie et ce côté temps inexorable. Et il est possible que la musique, la création contemporaine et future aille vers un temps plus diffus et plus étalé, peut-être des compositions plus courtes aussi, comme on va vers une capacité de concentration qui est beaucoup plus courte. Les pièces de Boulez sont notamment, puisque cette année on sort d'un printemps des arts consacré à Boulez, donc on a beaucoup écouté, pas seulement du Boulez, mais aussi des choses inspirées par Boulez. Les pièces sont plus courtes. C'est vrai, oui. Moi j'avais joué les notations de Boulez à mon récital de master, et c'était que des mini-pièces d'1 minute à chaque fois. Ce qui est bien aussi, parce que c'est des pièces qui sont tellement ardues à comprendre, 1 minute ça suffit, quoi. C'est comme une bouchée d'un grand chef gastronome. Une bouchée, ça suffit pour sentir tout. Première aussi, oui. Bon, ça correspond peut-être un peu plus à notre façon de vivre aujourd'hui. On fait sur du court. Oui.
Mais il est possible qu'avec une vie où il y aura moins de machines, moins d'usines, on aille vers des musiques qui seront plus fluides, plus smooth. Je demande à voir le futur. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Catherine? Eh ben, on peut me souhaiter un très très beau développement des concerts de la voûte, qui sont qu'on est très fiers d'accueillir à Monaco d'ailleurs. Hein, parce que c'est tout à l'heure, vous le disiez avant qu'on commence cet échange, c'est un peu une passerelle entre la musique et le public. Un peu une façon d'aller au devant du public et de lui proposer une musique dans d'autres conditions. Exactement, parce que avec mon compagnon David Lefebvre, qui est le directeur artistique aussi de cette saison et qui est le premier violon super soliste de l'Orchestre Philharmonique, on a énormément d'amis qui ne sont pas musiciens et qui sont contents de venir de temps en temps à l'auditorium, mais qui sont toujours un peu inquiets, qui nous demandent comment il faut s'habiller. Ou peut-être un peu perdus. Un peu perdus, ils trouvent que c'est long, ils sont dans le noir et tout. Donc on a vraiment inventé un concept de concert sur mesure pour notre public d'aujourd'hui. Donc ce sont des concerts très courts, il y a 35-40 minutes de musique maximum. Et chaque pièce, on l'introduit nous-mêmes en expliquant au public pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce qui nous plaît dans cette pièce, quel est son lien. C'est l'approche de Bruno pour les soirées du Printemps des Arts. Hein. Exactement. C'est-à-dire qu'il prend toujours 5 petites minutes pour expliquer et pour dire voilà ce que vous allez entendre et pourquoi vous l'entendez. Voilà, ça c'est très important. Et puis nous on le fait vraiment pour chaque œuvre, donc chaque concert est modéré. On s'inspire un petit peu plus peut-être de ce que faisait Bernstein autrefois. Les vidéos, vraiment je vous invite à les regarder sur YouTube pour nos chers auditeurs. C'est extraordinaire, Bernstein qui raconte, ou Jean-François Zigel qui raconte la musique, c'est fabuleux. Et puis Zigel qui raconte l'improvisation, c'est incroyable. C'est extraordinaire, mais c'est un pédagogue. D'ailleurs, c'est grâce à Zigel que j'ai eu le coup de foudre pour la vulgarisation, parce qu'avant j'avais très peur de parler avant de jouer. Et un jour, en voiture, j'entends Zigel qui parle de la pédale au piano, et je me dis, je vais pas écouter ça quand même, je connais la pédale. Puis par curiosité, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il raconte ? Et il m'a appris des choses. Et je me suis dit, en fait, la vulgarisation, c'est fondamental. Et je pense que de tous, je suis celle qui apprend le plus quand je prépare soit mes vidéos de vulgarisation sur YouTube, soit les présentations des concerts de la voûte. J'apprends parce que je lis, je me renseigne, j'approfondis mes connaissances. Donc, ces concerts de la voûte, il y a la présentation, il y a la musique qu'on joue dans cette acoustique fabuleuse en proximité immédiate avec le public. On est à 1 mètre du public. À l'église réformée, oui, c'est exactement. Petit. C'est une sorte de cocon, hein, c'est une sorte de petit endroit privilégié. C'est vrai, c'est très intimiste. Maintenant, on se connaît tous. Et c'est suivi d'un verre de l'amitié. On descend tous au sous-sol de l'église qui vient d'être fait. Et puis, on trinque tous au Prosecco ou au vin. Et puis, on peut échanger sur ce qu'on a ressenti. Le public peut nous dire « Ah, c'était vachement beau, le Beethoven, faudra en rejouer. » Ou alors, au contraire « Ah, dis donc, ta pièce de Sofia Goubaïdoulina, là, si tu faisais des fausses notes, j'en ai pas entendu. Hein. » Il y a quelqu'un qui m'a dit ça avec beaucoup d'humour sur une pièce contemporaine. Il m'a dit « Là, t'es tranquille, tu peux faire des fausses notes. » Et c'est génial pour nous d'entendre le public et de réagir avec eux, de savoir ce qu'ils en ont pensé. Très important. Eh bien alors, rendez-vous pour la prochaine saison des concerts de la voûte. Avec grand plaisir. Que nous suivrons avec beaucoup d'attention. Et puis, bonne chance aux albums. Merci. Puisque bonne route aux albums, parce que j'imagine que quand on sort un album, il y a sortir aussi, il nous échappe un peu quand même. Donc, bonne chance pour les albums aussi. C'est vrai, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Catherine.